parler de mes lectures de 2020. Il y a 8 romans, un recueil de nouvelles, 3 graphiques et un essai. Je vais déjà vous parler des livres dont je ne vais pas vous parler. Depuis le début 2020, j'ai écouté en audio 3 ou 4 Fred Vargas de sa série sur le commissaire Adamsberg. Je ne vous en parle pas parce que je voudrais vous faire une vidéo complète sur Fred Vargas parce que j'ai fini de lire toute sa série policière, toute sa série du commissaire Adamsberg. Donc je voudrais vous faire une vidéo complète sur elle parce que j'aime vraiment beaucoup sa manière d'écrire, les messages qu'elle transmet. J'aime beaucoup, c'est une de mes autrices contemporaines préférées et vous savez que j'ai pas beaucoup d'auteurs vivants que j'aime. J'ai aussi lu 2 romans de René Barjavel, mais je vous ai déjà fait une vidéo complète sur lui. J'ai relu La Nuit des Temps et j'ai lu Les Dames à la licorne, mais je vous donne mes avis sur ces 2 livres dans la vidéo sur Barjavel. Et j'ai aussi relu les 2 premiers tomes de la saga Twilight de Stephanie Meyer. C'est pareil, je ne vais pas vous en reparler. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur la série Twilight quand j'aurai relu les 4 tomes et quand j'aurai lu le 5e qui sort en août, parce qu'il est clair que Midnight Sun, je vais le lire, je vais l'acheter. C'est même possible que je le précommande. Je vais commencer par vous parler de l'essai que j'ai lu depuis le début de l'année qui s'appelle Un continent derrière Poutine et c'est écrit par Anne Niva. Anne Niva est une journaliste et principalement reporter de guerre. Dans cet essai, elle va de Vladivostok, donc à l'est de la Russie, jusqu'à Moscou et elle va à la rencontre de la population russe et elle leur pose la question: êtes-vous pour ou contre Poutine? Elle ne juge pas, elle ne donne pas son propre avis, elle nous apporte juste les témoignages et c'est à nous après de faire notre propre idée. Elle connaît beaucoup la Russie parce qu'elle y a vécu de nombreuses années, 10 ans je crois. Le récit va géographiquement de l'est vers l'ouest et c'est intéressant de voir que plus on se rapproche de la capitale, plus les idées changent. Je trouve les essais écrits par les grands reporters toujours fluides et très faciles à lire. Je vous conseille ce livre si vous êtes intéressé par la géopolitique et que vous avez envie de vous ouvrir l'esprit, d'avoir un autre regard sur le gouvernement de Poutine et sur la Russie et la mentalité russe en général. Je m'étends pas trop sur ce livre, mais voilà, c'est ça, j'ai apprécié ma lecture, c'était très facile, très simple à lire. J'ai beaucoup aimé les nouveaux axes de réflexion et d'appréhension du monde que ça m'a apporté. On va passer au roman. Alors sincèrement il y en a, je me rappelle plus trop en fait, donc ça va aller plutôt vite je pense. J'ai lu L'amour dans l'âme de Daphné du Maurier qui était auparavant publié sous le titre La chaîne d'amour. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé le titre? Je n'en ai aucune idée. Enfin la traduction du titre, je n'en ai aucune idée. Mais si jamais vous l'avez sous l'autre titre, je vous le précise quand même. Sur un siècle et 4 générations, on va suivre la vie d'une famille, les mariages, les enfants, les amours, les drames, les joies. Ça se passe en Cornouailles, en bord de mer, dans une petite ville portuaire. Il va y avoir des navigateurs, des charpentiers de marine. L'ambiance est géniale, comme toujours dans les romans de Daphné du Maurier. En réalité, celui-là, je l'avais lu en 2019, mais j'avais oublié de le noter, donc sur Livre Addict, il était 2020. Donc je vous en parle quand même parce que je voulais pas oublier. Mais sincèrement, je me souviens plus trop. Tout ce que je sais, c'est que ça m'avait plu. Je l'avais dévoré en 2 jours, je crois. Et ouais, il y a des moments qui m'avaient émue, des moments où j'avais eu le sourire, j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance, encore je le répète, et les personnages, ça m'avait captivée, mais j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Sincèrement, soit pour commencer Daphné du Maurier, ou si vous aimez d'autres romans d'elle que vous avez lus, je vous conseille aussi celui-là, et si vous aimez les Cornouailles, allez-y sans hésiter. Chien-loup de Serge Joncourt. On suit un couple de nos jours qui décide d'aller passer quelques semaines à la campagne dans un lieu reculé du monde où il n'y a même pas de réseau téléphonique. Et un chapitre sur 2, on va suivre ce qui se passe au même endroit dans cette campagne du Lot pendant la Première Guerre mondiale. Tous les hommes sont partis à la guerre, il ne reste que les femmes et quelques hommes qui n'ont pas pu partir à la guerre, les vieux, les enfants, et un dompteur de tigre allemand qui s'est enfui, qui a déserté, qui se cache dans une maison en haut d'une colline avec ses fauves. Il est allemand, il a des tigres et des lions,
La maison en haut de la colline est réputée maudite, donc ça va pas très bien se passer avec le reste du village. Le couple du 21e siècle va louer cette maison en haut de la colline et ils vont commencer à remarquer quelques étranges choses. Je n'ai pas aimé ce livre. Je me suis ennuyée. Sincèrement, il se passe rien. Il y a quelques passages jolis. Serge Joncourt a une jolie plume et oui, parfois, certaines de ces phrases sont jolies à lire et on a envie de les relever. Mais franchement, ça dure 600 pages, il aurait pu écrire une nouvelle. On s'attend à un mystère, à une révélation, et non, franchement, la fin était nulle. J'ai envie de vous dire, passez votre chemin. Ensuite, j'ai lu Esprit d'hiver de Laura Kashishke, qui m'a moyennement convaincue aussi. C'est un huis clos. Une femme se réveille le matin de Noël, elle est seule avec sa fille, son mari est parti à l'aéroport chercher sa famille, mais il y a du blizzard, une tempête de neige et le mari ne peut pas revenir tout de suite. La mère ressent un sentiment d'angoisse dans cette maison et toute la journée, elle va trouver qu'il y a des choses bizarres dans le comportement de sa fille. Vous n'aurez la révélation finale qu'à la fin du livre. Et alors là, pour le coup, contrairement au livre que je vous présentais avant, la révélation finale vaut le coup. On peut s'en douter, mais même si vous vous êtes douté de ce qui se passe, c'est impossible que vous ayez pensé à tous les détails que Laura Kashishke nous décrit dans l'épilogue. Je n'ai jamais réussi à m'intéresser au personnage et j'ai moyennement aimé l'écriture, mais l'ambiance est pesante. La révélation finale met très mal à l'aise et vous reste pendant longtemps. Donc ça n'a pas trop fonctionné sur moi, mais sincèrement, Laura Kashishke réussit ce qu'elle a voulu faire d'une main de maître. Donc voilà, moi, niveau sentiment et empathie, c'était moyennement ça, mais sincèrement, un grand livre, je crois. Ensuite, j'ai lu Ethan Frome de Edith Wharton. Ethan Frome a une vie misérable, il vit avec sa femme qui est une mégère. Ils sont très pauvres et la nièce de sa femme, je crois, va venir vivre avec eux. Et Ethan va se réveiller grâce à cette jeune fille de sa vie morose. J'ai adoré la plume d'Edith Wharton. J'ai tout de suite été dans l'ambiance, j'ai tout de suite adoré le personnage. Mais on m'avait vendu ce livre comme un huis clos et j'ai pas compris où était le huis clos. Pour moi, ça n'en est pas un. Et du coup, ça a un peu gâché ma lecture. Vous voyez, c'est ce qu'on dit souvent sur les contrats de lecture, quoi. Quand tu t'attends à quelque chose, si tu trouves pas ce à quoi tu t'attendais, bah, ça te gâche ta lecture. Parfois, t'es déçu. Vous me direz, c'est dommage, c'est un peu bête de penser comme ça, mais c'est tout, je peux pas m'en empêcher. L'histoire d'amour est très belle, tragique. J'aime les histoires d'amour tragiques dans la littérature. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié ce livre. En plus, il est vraiment très court, ça se lit très vite. J'ai tellement apprécié la plume d'Edith Wharton que j'ai tout de suite eu envie de lire un deuxième livre d'elle. J'ai lu Béatrice Palmato, Fragments érotiques et autres textes. J'avais tellement aimé la plume d'Edith Wharton et sa façon de décrire l'amour que lorsque j'ai vu dans ma bibliothèque qu'ils avaient des écrits érotiques d'elle, des nouvelles érotiques, je me suis dit que ça pouvait être génial. Je pense que vous l'aurez compris d'après ce que je dis, ça m'a pas convaincue. Je peux même pas vous faire de résumé des nouvelles, en fait, je sais pas quoi en dire. Alors au niveau de l'érotisme, zéro un peu j'ai trouvé. Il y a une nouvelle assez longue au milieu qui se passe dans un milieu bourgeois en Angleterre victorienne. Ça j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une histoire d'amour tragique. Ensuite il y a une nouvelle avec un ermite dont j'ai pas tellement vu l'intérêt. Et il y a vraiment des très très courtes nouvelles érotiques de 2-3 pages qui m'ont mis assez mal à l'aise. Parce que c'est pas très clair mais un peu incestueuse. Donc vraiment la plume d'Edith Wharton me plaît et sa façon de dépeindre l'amour me plaît énormément. Donc il est parfaitement possible que je lise d'autres livres d'elle, mais en tout cas pour commencer avec elle, je vous conseille pas celui-là. Bon, décidément, vous allez vous dire que mes lectures de début 2020 étaient vraiment pas top, parce que je vais encore vous présenter un livre que j'ai moyennement aimé. Les cendres d'Angela de Frank McCourt. C'est un classique de la littérature irlandaise, l'autobiographie de Frank McCourt. Il naît à Brooklyn en 1930, en pleine dépression. Son père est alcoolique,
Sa mère ne peut pas travailler parce qu'elle doit s'occuper de tous les enfants. Donc la famille décide de rentrer en Irlande et finalement leur situation en Irlande ne va pas s'arranger. Le père continue de boire, ne trouve pas de travail. Il va avoir encore d'autres petits frères. Il va y avoir de la maladie, la famine en Irlande. Bref, franchement, c'est pas très joyeux. J'ai lu ce livre en mars, au début du confinement. Bon, l'ambiance était un peu trop lourde pour le moment. J'ai trouvé ce livre intéressant parce qu'on découvre la vie irlandaise, on découvre la vie de cet enfant et ça se passe jusqu'à son adolescence, jusqu'à ses 17-18 ans quand il repart aux États-Unis. C'est une autobiographie, c'est un journal, donc c'est pas forcément très bien écrit, mais après c'est pas forcément ce qu'on cherche dans une autobiographie. Mais bon, oui, voilà, il se passe pas grand-chose, c'est très triste. C'est très émouvant. Moi je me suis attachée à lui, je me suis attachée à Frankie et à ses frères. Mais oui, voilà, bon, je sais pas quoi vous dire. Si l'Irlande vous intéresse, je pense que ça peut vous intéresser. Si vous aimez les récits vraiment tragiques et larmoyants, allez-y. Mais sinon, franchement, j'ai déjà lu mieux. Allez, il reste 3 romans et c'est 3 que j'ai beaucoup aimé. Et je me rends compte que la lumière ça ne va pas du tout, mais bon bah tant pis. Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg. Ça se passe en Alabama, dans les années 80. Une femme accompagne son mari à la maison de retraite pour voir sa belle-mère. Et en fait, elle a pas du tout envie de voir sa belle-mère. Donc elle va se nouer d'amitié avec une vieille dame qui est dans la maison de retraite. Et cette vieille dame va commencer à lui raconter sa vie, lui raconter son passé. Et sa vie au début du XXe siècle dans une petite ville qui n'est pas très loin de la maison de retraite. Tous les chapitres, toutes les époques s'entremêlent. Il y a toujours les dates, mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de savoir où on en est. Ça m'a un peu gênée et j'ai trouvé que parfois ça ralentissait la lecture. Mais par contre, vraiment, l'ensemble, l'histoire, les personnages, j'ai adoré. Evelyn, à qui la vieille dame raconte son histoire, est une femme au foyer qui a honte de son corps, qui a toujours eu honte d'elle, qui est malheureuse dans sa vie. Et la vieille dame lui raconte son passé dans lequel il y a vraiment des femmes fortes, des femmes qui n'ont pas peur de vivre leur vie, d'affirmer leurs idées, de tendre la main aux autres. Il y a des histoires d'entraide, d'amour, et tout ça va inspirer Evelyn à prendre sa vie en main, à changer, à devenir qui elle est vraiment. Et j'ai trouvé ça très beau. On m'a conseillé le film qui est tiré du livre, je ne l'ai toujours pas regardé. Mais en tout cas, je ne m'attendais pas du tout à ça. Au final, Beignet de tomates vertes, c'est un récit féministe. Je pense que c'est finalement un classique de la littérature féministe. Je ne le savais pas. On y parle de la force d'être femme, d'amour lesbien, de grossophobie, de racisme. Il y a un personnage avec un handicap, mais à qui sa mère dit non, tu ne peux pas t'empêcher de vivre ta vie à cause de ça, donc vas-y. Et donc il devient tout ce qu'il aurait jamais pu rêver d'être. Je pense qu'il est impossible de fermer ce livre sans avoir envie d'aller chercher ses rêves, et ça, je trouve ça génial. L'autrice parle même de clubs féministes où les femmes apprennent à regarder leur vagin et à comparer leur vagin. Mais moi je trouve ça génial, sincèrement. Enfin, il faut dire des choses comme ça, il faut lire des choses comme ça. Ça a été écrit en 1987 et vraiment, je m'attendais pas à trouver ça là-dedans. J'ai adoré Beignet de tomates vertes et je pense que ouais, là c'est un livre où j'ai envie de dire tout le monde allez-y, lisez-le tous. Je vous le conseille fortement. Pour le prochain, préparez-vous à m'applaudir parce que j'ai lu un livre de ma pile à lire du mois de la fantaisie. Allez, avouez, quasiment personne n'a fait ça. Donc j'ai fini Les 9 Princes d'Ambre de Roger Zelazny, le premier tome du cycle des Princes d'Ambre, en lecture commune avec Cornelius. Si vous avez vu mes vlogs, je vous en ai déjà parlé. Un homme se réveille dans un hôpital psychiatrique, il est amnésique et il va rapidement découvrir qu'en fait il est un des princes du royaume d'Ambre. Je ne m'attendais pas à ce que ce récit soit aussi drôle. Dans l'humour, parfois, j'ai retrouvé un peu du Douglas Adams, l'auteur notamment du Guide du voyageur intergalactique de H2G2, et j'ai trouvé la construction intéressante. Le personnage principal retrouvant la mémoire petit à petit, on retrouve la mémoire avec lui, on apprend les éléments du récit au fur et à mesure avec lui. Certains passages peuvent paraître
obscur du coup la première lecture, mais on a rapidement les réponses. Et ce qui se passe à la fin, mais mamma mia, je n'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2. Le monde d'Ambre est très bien pensé, les éléments magiques sont intéressants, c'est original, c'est drôle, c'est épique. Les personnages sont tous différents, on apprend à les aimer ou à les détester. Une superbe immersion dans ce monde, vivement la suite. Le dernier roman que j'ai lu depuis le début de l'année, c'est Les Furtifs de Alain Damasio. Vous connaissez mon amour d'Alain Damasio. Et encore une fois, avec lui, son livre est très difficile à résumer. Ça se passe quelques années dans le futur. Les grosses entreprises, les grosses sociétés ont acheté les villes. Orange a acheté la ville d'Orange. LVMH a acheté Paris, je crois. Enfin voilà. Et on est tracé de partout. La technologie est omniprésente. Beaucoup de personnes vivent plutôt dans le monde créé que dans le monde réel. Tellement le virtuel a pris la place sur le monde. On va suivre une équipe militaire de chasseurs qui chassent une espèce qu'ils appellent les furtifs, qui est une espèce inconnue, secrète. Ils ne sont même pas sûrs qu'elle existe, ils ne savent pas comment communiquer avec eux, ils ne savent pas à quoi ils ressemblent. C'est assez mystérieux. Un des chasseurs de cette équipe cherche sa fille. Elle a disparu il y a quelques années et il est persuadé qu'elle a été enlevée par les furtifs. Donc dans ce roman, on va suivre cette équipe à la recherche de cette petite fille, à la recherche de la vérité sur les furtifs, est-ce qu'ils existent vraiment ou pas. Et évidemment, c'est Alain Damasio, donc il y a une critique de la société, une critique de la technologie, une critique politique très forte. Le roman est vraiment très dense, il fait presque 900 pages je crois, et je vous avoue, c'est pas facile à lire. Déjà, comme c'est Alain Damasio, chaque chapitre, chaque paragraphe, on va alterner entre les points de vue de tous les personnages. Et dans celui-là, au niveau du jeu avec le langage et du jeu avec la ponctuation, je trouve qu'Alain Damasio va encore plus loin que dans La Horde du Contrevent. Moi, c'est pour ça que je l'adore, c'est pour ça que c'est mon dieu vivant, mon auteur préféré. C'est justement cette réécriture de la langue française et cette réutilisation de la ponctuation. Donc ce côté-là, j'ai adoré. La critique politique, c'est incroyable. Moi, il m'explose la tête, Alain Damasio, avec ses idées. Ce message de paix, de compréhension du monde, de retour à la nature et aux valeurs humaines m'ont énormément plu. Il arrive toujours à m'émouvoir incroyablement. Donc j'ai pleuré à de nombreuses reprises. Ces scènes d'amour sont incroyables. On s'attache aux personnages, ils nous rentrent dans le cœur. Mais au niveau du récit, je dois admettre qu'il y a quelques longueurs, que c'est vraiment pas facile d'accès. Il y a pas mal de répétitions. Alors moi je l'ai lu à voix haute avec Yak, donc du coup tous les passages de slam, etc. étaient très intéressants à lire, mais je peux comprendre que sincèrement certains passages à lire comme ça, je pense que ça m'aurait un peu gavé. On a mis énormément de temps à le lire parce que sincèrement parfois on n'avait pas envie d'y retourner. Je pense que sans le confinement, on y serait encore. Donc je vous conseille ce livre parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre au niveau de l'écriture, c'est du génie. Mais ouais, au niveau du récit, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais sincèrement, moi, si Alain Damasio se met à faire de la politique, s'il se met à écrire des manifestes politiques ou écologiques, je cours, j'achète, je lis quoi. Parce que sincèrement, sur ces points-là, moi je me retrouve dans ses idées, j'adore ce qu'il défend, ce qu'il prône. Mais ouais, si vous cherchez vraiment juste un roman pour vous détendre et lire une histoire passionnante, malheureusement, non, je vous le conseille pas. Et surtout, si vous n'avez jamais lu Alain Damasio, je pense que vous pouvez être décontenancé. Donc voilà, je vous conseille La Horde du Contrevent sans souci. Les Furtifs, je sais pas trop. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas aimé et qui ont abandonné leur lecture. Sincèrement, je leur jette pas la pierre, je comprends totalement. Voilà, donc malheureusement, je me rends bien compte que je vous le vends pas de ouf. Mais ce serait vous mentir que de vous dire jetez-vous dans cette lecture sans réfléchir. Non, non. J'ai pas envie de vous mentir. Donc bah voilà, je vous dis la vérité. Là, je suis un peu mitigée.
C'est presque fini, on passe au graphique. J'ai lu les 2 premiers tomes de La petite faiseuse de livres de Miyakazuki Suzuka et Yu Shina. De nos jours, une étudiante qui adore les livres va mourir, écrasée sous une pile de livres, et elle se réincarne dans le corps d'une petite fille qui vit dans un monde, on ne sait pas à quelle époque, on ne sait pas où, mais un monde où les livres n'existent pas. L'étudiante se rappelle parfaitement de sa vie d'avant, et donc elle va à tout prix chercher des livres et à tout prix essayer de fabriquer des livres. Dans le premier tome, on va s'attarder sur le papyrus et dans le deuxième tome, on va s'attarder sur les tablettes d'argile. On découvre l'histoire du livre à travers les mangas et on découvre petit à petit l'histoire du monde dans lequel elle s'est réincarnée, qui est un monde dans lequel il y a un peu de magie. J'ai beaucoup aimé les personnages, on s'attache beaucoup. J'ai trouvé ça très frais, très sympa, très agréable à lire. Si vous n'êtes pas habitué à lire des mangas mais que vous aimez les livres, vous allez forcément adorer. Et si vous aimez déjà les mangas, je suppose que vous n'étiez pas passé à côté de cette série. Le tome 3 va sortir bientôt ou est déjà sorti, ce qui est sûr c'est que je vais me le procurer. Ensuite j'ai lu les 3 premiers tomes de Last Man. C'est un manga français écrit par Bastien Vives, Balak et Michael Sans-la-Ville. Il y a une série animée qui est sur Netflix où on suit le personnage de Richard Aldana qui est un boxeur et qui va découvrir qu'il existe des créatures démoniaques qui prennent possession des humains afin de chercher une clé pour rentrer dans leur monde. J'avais adoré l'animé, donc avec Yak, quand on a découvert qu'il existait un manga, il l'a acheté tout de suite, je les ai dévorés. Le manga ne raconte pas la même histoire que l'animé. On ne sait pas trop dans le manga si les événements se déroulent avant, après, longtemps après, à quel moment par rapport à l'animé, c'est au début, en tout cas dans le premier tome, c'est pas évident. On va suivre un petit garçon, Adrian, qui veut participer à un tournoi de combat magique dans son monde, mais il n'a pas de coéquipier. C'est là que Richard Aldana va faire son entrée et va devenir son coéquipier et va combattre avec lui. Dans le premier tome, on n'a vraiment pas beaucoup d'éléments, mais petit à petit, surtout dans le 3e tome, on va découvrir beaucoup de choses. Le 3e tome nous permet un peu mieux de comprendre où on en est par rapport à l'animé. Sincèrement, j'ai adoré. Last Man, c'est épique, c'est drôle, c'est gore, il y a de l'humour noir, il y a du suspense, il y a des cliffhangers à la fin des tomes. On s'attache de ouf aux personnages. Je vous conseille fortement les 2, l'animé et le manga. Allez-y les yeux fermés. Et alors le dernier, c'est Trop n'est pas assez de Uli Lust. C'est un journal de voyage de cette autrice autrichienne. Dans les années 80, elle décide sur c'était une punk, une ado punk, et elle décide sur un coup de tête de partir en Italie avec une copine à elle qu'elle connaît à peine. Elles prennent pas d'argent, elles prennent pas de vêtements, elles partent, elles passent la frontière clandestinement et elles vont rester en Italie quelques mois. Elles sont ados, elles ont pas d'argent, il va leur arriver énormément d'emmerdes. J'ai trouvé ce récit de voyage captivant et passionnant. Et aussi vraiment très intéressant sur la thématique du sexisme, du harcèlement de rue, du consentement, du machisme, du viol, du crime organisé. Parce qu'elles vont être en Italie à un moment où il y a une grosse arrestation de la mafia italienne et elles vont être mêlées un peu à tout ça. Sur le travail du sexe aussi, j'ai trouvé qu'il y avait des réflexions très intéressantes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dans Beignet de tomates vertes aussi, sur le travail du sexe, il y a des réflexions très intéressantes. Sans jugement, sans critique. Vraiment, dans ces deux-là, au top. Le personnage d'Uli m'a beaucoup touchée. Je sais qu'elle a écrit d'autres choses sur la suite de sa vie. Et j'ai envie de savoir ce qui lui arrive à cette femme. Vraiment, ça m'a énormément touchée. Je l'ai dévoré en une soirée, c'était pour le week-end à 1000. Une claque. Ça a été une claque. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, allez-y. Si vous avez déjà lu par exemple Liv Blomkist. Enfin, non, franchement, j'ai adoré. En plus, ça a sorti avec ma chemise, regarde. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression que c'était pas passionnant parce que j'ai quasiment rien aimé. Mais je crois que c'était un peu long. Je vais voir au montage. On est presque 600 abonnés. Il manque 10 ou 15 abonnés pour être à 600. Alors j'ai envie de dire vas-y, je le fais jamais, je le dis jamais. Mais partage. Partage mes vidéos si ça te plaît. Puis même si ça te plaît pas en vrai. Parce que si ça te plaît pas et que t'es encore là à me regarder, c'est quand même bien un truc. Je vous dis à très bientôt, j'ai plein d'idées de vidéos. Et en attendant,
Portez-vous bien.